Alors, je ferai comme pour la dernière fois, je fais un rapide résumé de l'épisode précédent et on enchaîne. Sur le chapitre précédent, j'aurais à rajouter juste un petit élément que je vais appeler conclusion, mais bon, j'allais dire, ces choses-là ne sont jamais vraiment fermées. Alors, petit résumé donc de la séance précédente, les masses d'air et leurs interactions, la frontologie. Alors, dans un premier temps, j'ai rapidement évoqué les 6 types de masses d'air qui sont appelées à se confronter sur notre espace de l'Europe occidentale. Donc je vous rappelle, en partant du plus froid au plus chaud, il y a les 2 masses d'air arctiques, maritimes ou continentales selon l'endroit où elles se forment. Les 2 masses d'air polaires, maritimes ou continentales, là aussi, hein, on entend bien que tout ça est lié au relief en dessous. Et puis enfin, 2 types de masses d'air tropicales, là aussi, maritimes ou continentales. À chaque fois, bien évidemment, toutes les masses d'air qui se forment au-dessus des océans sont chargées d'humidité, plus ou moins en fonction de leur température. Je vous l'ai seriné assez souvent. Pour ce qui est des masses d'air qui se forment sur des surfaces continentales, elles sont généralement beaucoup plus sèches. Attention, il y a une variation entre hiver et été. Les masses d'air continentales en été peuvent être très chaudes, comme elles peuvent être très froides en hiver. Là, il y a un très grand contraste. Voilà. La deuxième partie, c'était donc la rencontre de ces masses d'air en regardant de plus près ce qui nous concerne, nous, toujours en Europe occidentale, c'est-à-dire les ondulations du front polaire qui met en contact les masses d'air polaires avec les masses d'air tropicales. Donc ce rideau qui ondule, eh bien les ondulations forment ce qu'on appelle des trains de perturbation. On a isolé ensuite une perturbation, toujours formée de 2 fronts, un front chaud et un front froid, lesquels avancent bien sûr d'ouest en est, finissent par se rejoindre. On a à ce moment-là un front occlus et les perturbations, j'allais dire, à un moment donné disparaissent parce que, eh bien, tout simplement, le contact n'est plus décelable avec les mesures. C'est-à-dire qu'on ne perçoit plus la différence dans la zone de contact entre les 2 masses d'air. Mais elles se reforment constamment, ça on le sait. J'en discutais tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous. En ce moment, j'allais dire, on nous les sert sur un plateau, les perturbations. D'ailleurs, elles sont pour nos concitoyens du Nord, ils prennent les trains de perturbation et nous bénéficions de cet anticyclone-là subtropical qui nous apporte beaucoup de douceur et un ciel d'une clarté, j'allais dire, tout à fait exceptionnelle. Bon, ceux qui aiment la neige sont moins contents, mais bon, avec la météo, j'allais dire, faut faire avec, hein, voilà. Bien. La dernière fois, je l'avais pas mentionné, pour des sites à consulter, si vous voulez, un certain nombre d'images. Hein. Donc, classiquement, je vous conseille Météo France, c'est quand même très bien fait. Il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Mais je vous inviterai à aller regarder dans la météo marine, parce que là, vous pouvez avoir des cartes inhabituelles. Par exemple, vous pouvez avoir une carte de l'Europe occidentale uniquement avec les vents. Donc, il n'y a pas les isobars, il n'y a pas les perturbations, mais vous voyez exactement les vents tels qu'ils tournent dans la réalité, j'allais dire, sur nos espaces. Donc ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez avoir une carte avec uniquement des isobars, uniquement des vents, ou l'ensemble, évidemment, si vous le souhaitez. Voilà, donc ça peut être intéressant, parce que ça, on ne le voit pas habituellement. J'avais parlé aussi un petit peu du temps dans l'hémisphère sud. Je suis allée à la recherche de bulletins météo de l'hémisphère sud. J'ai pas trouvé des choses très satisfaisantes parce que c'était à l'échelle vraiment planétaire, donc c'était pas évident. Je veux quand même vous en citer un. Alors, pour l'hémisphère sud, il y a un site qui s'appelle passageweather.com. Voilà. Mais je répète, c'est à l'échelle globale. Et j'ai cherché aussi plus précisément, mais j'ai pas encore trouvé l'idéal. Je vais continuer, je vais pas me laisser faire. Voilà. Bien. Alors, on va terminer cette séance justement en
incluant cette fois-ci ce qui relève des fronts et ce qui relève des isobars. Comment tout cela, j'allais dire, se rencontre-t-il? Alors on va appeler ça conclusion, hein, parce que c'est très court, hein, ça va nécessiter un croquis et puis c'est tout. La question donc c'est comment se disposent les fronts sur les cartes de pression. Eh bien, vous l'avez vu en fait, sans forcément en prendre conscience, vous l'avez vu, en fait, les fronts sont toujours liés aux dépressions. Donc vous ne pouvez pas avoir des fronts, des perturbations qui se promènent sur des anticyclones, c'est incompatible. C'est incompatible puisque, on l'a vu, eh bien, la perturbation inclut un coin d'air chaud, c'est-à-dire un coin de basse pression. Il ne peut pas aller se nicher sur des hautes pressions. Alors plus concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Alors j'installe une petite dépression, voilà, on va la creuser à 990, voilà, 995, 1000, 1005, voilà. On peut aller jusqu'à 1010 pour avoir de la place. Alors, voilà donc une dépression tout à fait classique et ordinaire, si je puis dire. Alors, par rapport à un front, comment ça va, une perturbation plus exactement, comment ça va s'installer? Alors là, je vais installer un front occlus, c'est-à-dire la première, vous savez, dans les perturbations, dans un front de perturbation, ce qu'on pourrait appeler la locomotive en quelque sorte. Eh bien, le front occlus, il s'inscrit, voilà, à travers les isobars. Alors, je lui mets son petit signe distinctif, voilà, hein, avec les deux symboles front froid, front chaud. Les fronts chauds, donc, vont s'inclure ici et là. Donc, vous retrouvez la silhouette hein, qu'on connaît, hein, le front chaud, le front froid, et cette partie-là donc qui s'est refermée. Et je vais devoir modifier un petit peu ici les isobars, puisque ici on a un coin d'air chaud, une baisse de pression. Donc les isobars n'ont pas un tracé tout à fait régulier. Ils forment quelque chose qu'on appelle un Thalweg. Voilà. Ah, pardon, je crois que j'ai fait une maladresse. Excusez-moi, je vais vous obliger à cochonner vos dessins. Oui, oui, alors ça les élèves détestent. Hein, les bons auditeurs, les bons... Oh là là, maintenant, voilà, après t'as pas ton blanco, enfin bref, on s'en sort pas. Hein, voilà. Eh oui. Voilà. Voilà. Donc, il y a une petite déformation des isobars ici à cet endroit parce que on a un coin d'air chaud et donc des pressions un tout petit peu plus basses que dans le reste de la dépression. Voilà. Donc ça, et vous verrez donc. Vous avez déjà vu d'ailleurs que donc la première perturbation est accrochée à une dépression. Et elle se déplace d'est en ouest, mais souvent elle est contrariée, elle est rejetée vers le nord. Et puis vous avez les suivantes qui arrivent, toujours liées à une dépression, et qui se suivent un petit peu comme une espèce de chapelet. Hein, voilà. Ça correspond bien à ce que vous aviez vu, ça correspond à ce qui m'était demandé tout à l'heure. Voilà. Ah, donc voilà ce que vous avez vu déjà fréquemment, et comment ça fonctionne l'un avec l'autre. Voilà. Donc, on a fait les éléments vraiment essentiels. Vous maîtrisez les anticyclones et les dépressions, les fronts et les vents. Voilà, hein, on a vraiment déjà les trois éléments principaux d'une carte météo. Alors aujourd'hui, ça va être presque poétique, enfin je garantis rien, mais presque poétique parce qu'on va aborder la question des nuages. Voilà, voilà, voilà. Donc... là, on va être dans le visible.
Hein, alors ça, c'est quelque chose de quand même plus agréable. Hein. Donc, chapitre 3, les nuages. Et aussi le fait que les nuages ne vivent pas forcément seuls, hein, ils vivent en groupe en quelque sorte, ils se forment souvent en groupe dans ce qu'on appelle les systèmes nuageux. Voilà, donc la thématique du jour. Alors, pour s'y retrouver commodément, on va découper ça en deux parties. La première partie, on va faire une typologie. Hein, on va essayer de regrouper les types de nuages, voir un peu comment ils fonctionnent, comment ils se forment, et ensuite, bien sûr, on verra à quel moment et dans quelles circonstances ils forment ces groupes bien spécifiques qu'on appelle les systèmes nuageux. Donc, première partie, eh bien, on va s'intéresser donc à ces types de nuages et on va commencer par ceux qui nous sont, j'allais dire, finalement les plus familiers, dans le sens où ce sont ceux qui sont très commodes à dessiner, c'est-à-dire les nuages à développement vertical. Alors, nuage à développement vertical, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. On dit aussi que ce sont des nuages qui sont liés à des masses d'air instables. Donc ça, c'est un point aussi à repérer. Ils correspondent toujours, ces nuages à développement vertical, à des masses d'air instables. Alors, je vais utiliser le tableau cette fois-ci, parce que je n'ai pas besoin de couleurs, pour le moment, de couleurs trop différentes. Alors on va faire des petits effets de... Voilà. Alors la surface du sol. Voilà. Et nous allons commencer par celui qu'on préfère généralement, celui qu'on connaît bien, que les enfants dessinent en premier. Eh bien c'est le petit. On va commencer par le petit. Voilà. Il est bien celui-là. Hein. Ça c'est le petit cumulus. Hein, voilà. Les nuages à développement vertical sont toujours bien individualisés. Je répète, ce sont eux qu'on a plaisir à dessiner. Ce petit cumulus, eh bien, son surnom est très sympathique, c'est le cumulus de beau temps. Vous voyez à quel point, voilà, il est agréable celui-là. Hein. Cumulus dit de beau temps, pourquoi ? Eh bien, parce que il correspond à une petite colonne ascendante, une petite colonne d'air ascendant, avec de l'air chaud, qui remonte sous l'effet du rayonnement solaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dans l'horizon des petits cumulus de beau temps ? Ça veut dire que la Terre, l'atmosphère est en train de prendre de la chaleur, qu'il y a un petit peu d'humidité, mais pas trop, et que voilà, donc cette humidité se condense, arrivé à un certain niveau. Alors, quel niveau ? Alors, la base, c'est très très variable, justement, en fonction de l'humidité de l'air, je vous l'ai bien expliqué. Donc, on peut avoir des cumulus de beau temps, et les autres d'ailleurs, à partir de 500 mètres pour la base, mais ça peut être jusqu'à 2 km. Voilà, donc j'allais dire leur niveau, cette base horizontale qui est bien repérable, peut quand même être très très varié. Bon, bien sûr, ça dépend du lieu où on se trouve. Si vous descendez plutôt du côté des tropiques, vous aurez les nuages vont être beaucoup plus haut, bien évidemment. Ce qui est très repérable dans les cumulus de beau temps, c'est qu'ils ont une ombre portée, c'est-à-dire que leur forme est bien individualisée, mais leur ombre aussi. Hein.
quand on prend l'avion, j'allais dire, c'est assez amusant. Hein, on voit le nuage, on est au-dessus du petit nuage, et en plus on voit son ombre dessinée au sol. Donc ça, c'est vraiment typique. Bien. Alors, le deuxième de la famille des nuages à développement vertical. Celui-là, donc, pour la base, c'est la même chose. Hein, il n'y a pas de différence. Pour la base, c'est la même chose, mais il va être un petit peu plus gros. Voilà. Alors celui-là, on lui donne le nom de cumulus bourgeonnant. Il est, vous le voyez, quand même nettement plus haut. Ça peut aller jusqu'à à peu près 3 km de hauteur, d'épaisseur, pardon. Pas que je confonde l'altitude avec l'épaisseur de la chose. Donc, une épaisseur de 3 à 4 km. C'est un nuage qui est un petit peu agité. Hein, c'est-à-dire qu'on le voit un peu changer de forme. D'ailleurs, son nom savant, c'est Cumulus congestus. Voilà, on sent que voilà, ça s'énerve un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que l'ascendance d'air chaud, là, est un peu plus forte. Hein, elle est un peu plus forte. Il y a un peu plus d'humidité. Hein. Et on a effectivement, du coup, un nuage qui prend plus de place et qui, j'allais dire, évolue parfois, qui peut évoluer parfois en petites averses. Non, donc c'est pas forcément mauvais signe, un bourgeonnant, mais c'est, j'allais dire, il faut être un petit peu méfiant quand même. De courtes averses, mais c'est toujours possible. Et puis on va arriver, bien sûr, au plus impressionnant, le cumulonimbus. Cunimbe pour les initiés, dont vous êtes. Hein, vous avez le droit de dire cunimbe, voilà, on a le droit d'abréger. Alors, celui-ci, bon, on va retrouver la base, évidemment, plane, les formes arrondies d'abord, mais alors il va aller beaucoup plus haut en épaisseur. En gros, de toute façon, en gros, il peut aller jusqu'à la tropopause. Alors là, je vais un petit peu le raccourcir, parce que j'ai pas les bras assez longs. J'ai beau avoir du tableau, j'ai pas les bras assez longs. J'aurais pas dû prendre autant de place dessous là. Bon, tant pis pour moi. Voilà, donc là je vais le tasser un peu. Hein. Mais donc ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à 10, 12, 15, voire 16 km de haut dans la zone intertropicale. Hein. Voilà, donc il va jusqu'à la tropopause. Comme il va très très haut, on peut se douter qu'il n'y a pas seulement des gouttelettes d'eau, mais il y a aussi des aiguilles de glace. Hein, forcément. Et c'est ça qui fait que, à son sommet, son aspect arrondi change complètement. On a ce qu'on appelle une forme en enclume. Voilà. Donc, ici en haut, une enclume formée de paillettes de glace. Donc un nuage vraiment avec un très grand développement vertical, hein, ça peut aller jusqu'à, je répète, une dizaine de kilomètres. Et puis il se passe à l'intérieur pas mal de choses. Évidemment, l'ascendance qui est à l'origine de ce nuage est très forte. Enfin, on s'en doute, hein, pour alimenter, j'allais dire, une telle épaisseur de nuage, il faut qu'il y ait à la fois pas mal d'humidité et une ascendance puissante et une ascendance qui a quand même une certaine durée. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je vous conseille pas d'aller y mettre les pieds. Hein. Voilà. Hein. Je vous conseille pas parce que dans ces mouvements ascendants se forment des tourbillons.
à l'intérieur du nuage, les molécules sont agitées dans tous les sens, et d'ailleurs, visuellement, tout le monde s'en rend compte, on voit la forme du nuage évoluer d'une seconde à l'autre. Hein, tout cela est vraiment très agité. Donc les gouttelettes d'eau, les molécules sont très agitées, elles s'entrechoquent et elles s'électrisent. D'où, évidemment, à un moment donné, une décharge électrique, c'est l'éclair, hein, et le bruit qui l'accompagne, le tonnerre. Donc le cunimbe, c'est le nuage de l'orage. Voilà, c'est le seul responsable de l'orage. C'est le seul qui peut faire ça. Donc des molécules qui s'électrisent, qui déclenchent donc une décharge électrique et le bruit. Le bruit qui est un effet en fait acoustique. C'est parce que la décharge électrique déplace d'un seul coup les molécules et c'est le bang des avions à réaction. C'est le même processus. Alors au sommet, donc, je vous ai dit les gouttes d'eau gelées, et en bas, oui, parce que c'est quand même en bas que ça nous intéresse, hein, c'est là que nous sommes. Hein. La base des cunimbes est toujours très sombre. C'est là qu'on a vraiment des couleurs, j'allais dire, d'un gris-bleu, gris-noir, qui peut être très intense. Hein. C'est vraiment les poètes disent des nuages couleur d'encre. Enfin bon, c'est pas pour rien. Cette base qui nous apparaît nous extrêmement sombre, elle nous apparaît ainsi parce que c'est là que les gouttelettes du nuage sont les plus grosses. Elles sont très grosses. Et vous le savez, vous l'avez vécu, c'est ce qui nous occasionne donc des pluies brutales. Ça se déclenche, j'allais dire, à un instant T, et puis vous avez donc des gouttes, j'allais dire, bien marquées, là, qui vous arrivent dessus, qui sont, j'allais dire, pas inoffensives dans le sens où elles ont un réel impact, hein, bien évidemment. On peut avoir aussi, fourni par un cunimbe, si, bien sûr, il y a aussi une masse d'air froid assez importante et des mouvements assez importants vers l'eau, on peut avoir du grésil, c'est-à-dire de la neige congelée, de l'eau congelée, pardon, et puis de la neige en tant que telle, ce qui est un petit peu plus rare. Bon, la précipitation la plus courante, c'est quand même bel et bien les grosses gouttes d'eau, mais je répète, le grésil, voire même la neige, sont possibles. Ce cunimbe, donc, qui est bien particulier, peut donner lieu aussi à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'annexe. Il peut se former à l'avant de ce cunimbe une espèce de bourrelet nuageux. Qu'on appelle arcus. Vous devinez que, bien sûr, si on l'appelle ainsi, c'est parce qu'il a une forme arrondie devant le cumulonimbus. C'est un bourrelet très sombre, qui a ce qu'on appelle les nuages menaçants, hein, c'est clair, hein, qui peut faire plusieurs kilomètres de long. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite annexe, cette petite formation qui n'est pas systématique? Donc, hein, je répète, ça ne se produit pas tout le temps sous un cunimbe. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vous ai dit, les gouttes d'eau grossissent, s'agitent énormément, et comme elles sont devenues très grosses, eh bien, à un moment donné, elles tombent. C'est-à-dire, elles ne peuvent plus être suspendues dans l'air. Elles tombent, et elles tombent en entraînant avec elles de l'air froid qui vient du haut du nuage. Hein, puisque vous vous rappelez, là, on est dans les hautes altitudes. Donc, ces gouttelettes tombent en entraînant de l'air froid, et justement, c'est pour ça que se forme ce bourrelet, parce que brutalement, là, il y a une espèce donc de nuage supplémentaire qui vient s'installer. Donc on a une ascendance, mais à un moment donné, les gouttes d'eau retombent, elles sont accompagnées d'air froid, et l'air froid, bien sûr, provoque immédiatement une condensation ici, à l'avant.
Alors là on est toujours dans le visible, hein, les nuages au moins c'est ça. Par contre, photographier un Arcus, c'est pas très évident parce que il faut pouvoir le prendre sous un angle bien particulier. Mais sur les sites que je vous ai indiqués, vous pouvez le retrouver. Et d'ailleurs, il me semble que cette année, il n'y a pas si longtemps, j'avais vu dans la presse qu'on avait pu en photographier un dans la région. Donc c'est pas une rareté en soi, mais c'est pas évident à photographier, d'être là au bon moment et d'être sous l'angle le plus favorable. Donc l'Arcus, c'est un contact brutal avec de l'air froid et l'air chaud qui est vraiment très proche du sol. Et puis, bien sûr, ce contraste s'accompagne aussi non seulement de cette formation nuageuse, mais aussi de vent en rafale. C'est ce qui explique que souvent, dans le cas de l'arrivée d'un orage, vous avez un effet d'abord de vent, on sent la rafale arriver, on voit les parasols et autres babioles qui commencent à être chahutés, et puis derrière, immédiatement, eh bien, le rideau de pluie qui vient s'installer. Donc là, des vents en rafale assez puissants. Voilà donc les trois membres de cette famille des nuages à développement vertical. Ils sont relativement, j'allais dire, simples dans leur fonctionnement et ils sont pas trop nombreux pour qu'on ne les perde pas en route. Alors on va maintenant voir les nuages à développement horizontal. Alors ceux-là, ils sont plus nombreux. Voilà, il va falloir les classer un petit peu différemment. J'ai une question. Oui. Un cumulus de beau temps, il n'est jamais tout seul. C'est ça qui forme des tas de petits nuages. Oui, là voilà, les petits moutons. Voilà, là, oui, je prends l'image. Ils sont développés horizontalement aussi. Dans le sens où ils ont la même base. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, on pourrait tracer une ligne joignant, j'allais dire, le plancher de chacun de ces petits nuages. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici, je me suis... voilà, le cumulus de beau temps, j'aurais dû le démarrer un peu plus bas pour pouvoir après conserver le même là. Oui, c'est ça. Ça forme vraiment les petits nuages ils ont un alignement, effectivement. Oui, tout à fait. Mais dans ce sens horizontal. Bien, alors donc les nuages à développement horizontal. À développement horizontal. Donc beaucoup plus de variétés. Ce qui fait que les classer n'est pas toujours flagrant. On va essayer de s'y retrouver le mieux possible avec donc une distinction, mais d'abord une espèce de définition générale. Voyons un petit peu à qui on a affaire. Ces nuages à développement horizontal, eh bien, ils n'ont pas de bord bien visible. Ça, c'est la première caractéristique. Ils n'ont pas de bord bien visible. Ils ont une forme de voile, le plus généralement. Ils forment un plafond. Et ils n'ont pas d'ombre individualisée. Là, on ne peut pas, j'allais dire, dessiner facilement ces nuages-là. Donc toujours des formes de voile, une continuité, des nuages qui s'étalent. Alors comment va-t-on les aborder? Eh bien on va les aborder en fonction de leur altitude. C'est ce qui va nous permettre de nous y retrouver le mieux. On va jongler entre l'altitude et les formes. On va essayer de s'y retrouver là-dedans. Donc on a pas mal de variantes, si vous voulez. C'est ça qui est embêtant avec ces nuages-là. C'est que vous le verrez, il y a toutes sortes de combinaisons possibles entre les types de formes et l'altitude où on les trouve. Alors, pour ce qui est des altitudes, on va employer des termes très simples, inférieur, moyen et supérieur. En dessous de 1200 mètres. Inférieur, c'est donc en dessous de 1200 mètres. Les moyens, c'est 1200, 2000.
Et puis enfin les supérieurs, c'est 2 à 5 km. Et plus, là encore, à la limite c'est toujours la tropopause, hein, donc ça peut aller jusqu'à 13 km. Bien, les variantes. Alors les variantes, bon ben vous aurez, on va avoir des petits nuages, des nuages en bourrelet, des nuages très fins, etc. Bon, on va les prendre un par un. Alors, on va essayer de s'y retrouver. En commençant par ceux qui nous sont le plus proches, si l'on peut dire, sont les plus proches du sol. On va commencer par les nuages inférieurs. Oh, si je ne prends pas de craie, alors. Les nuages inférieurs, ceux qui sont les plus près du sol. Alors pour les installer, pour vous les montrer le mieux possible en quelque sorte, je vais installer une surface de la Terre. Cette fois-ci, je ne vais pas la faire horizontale comme d'habitude. Je vais lui donner un petit peu de relief, un petit peu de creux et une petite bosse. Voilà. Alors ces nuages inférieurs sont des nuages qui sont à caractère local, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas extrêmement étendus. Et ils sont à évolution diurne, ce qui veut dire qu'ils ne vivent que la journée. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Ils ne vont pas rester. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va commencer par celui qui est le plus bas, qui a tendance à se nicher dans les creux. C'est pour ça que j'ai installé le creux. Vous l'avez deviné, c'est qui? Le brouillard. C'est le brouillard. Voilà. C'est le brouillard. Ce que nous appelons brouillard, en fait, correspond bien à un nuage. Il ne faut pas se leurrer. C'est un nuage au sol. Et c'est un nuage que l'on va appeler stratus. Ça veut dire qu'il se développe vraiment horizontalement. Il est formé, vous le savez, donc de très très fines gouttelettes d'eau, tellement fines que, évidemment, les voit, elles n'ont pas assez de poids pour tomber, elles restent en suspension. Ce stratus, donc, qu'on peut trouver collé au sol, on peut le retrouver jusqu'à 1200 mètres, et souvent lié à un relief. Pourquoi ? Eh bien parce que le relief oblige l'air à s'élever et, de fait, la masse d'air atteint son point de condensation et on a formation donc, de ce stratus le long donc, d'une pente. Vous avez vu en promenade, en randonnée, vous avez dû en rencontrer, en croiser, en dépasser, parce qu'on peut passer au-dessus, voilà, on est bien content, hein, voilà, il y a un moment où on désespère, on se dit c'est pas possible, dans quoi on est, et puis, voilà, on le traverse, et ouf, au-dessus, ça va beaucoup mieux, voilà. Voilà, je sens qu'il y a du vécu, là. Bien, voilà. Alors, dans ces nuages inférieurs, il y en a encore un qui est toujours de la famille des stratus, mais avec un peu moins d'humidité de l'air en quelque sorte, parce que au lieu de former vraiment un voile continu, il va former des petites boules de coton.
Voilà, des toutes petites boules de coton comme ça, très proches les unes des autres. Voilà, c'est le stratocumulus. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai fait de l'autre côté de ma petite colline? Eh bien, parce que donc la masse d'air s'est élevée ici. Il y a une partie donc de condensation. Elle a perdu une partie de son humidité. Elle redescend, mais il y a encore de l'humidité. Et donc, il y a possibilité d'avoir des petits nuages aussi de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est pour les nuages inférieurs. Les stratocumulus, ici je les ai dessinés en quelque sorte de profil. Quand on est en fait dessous, ça donne une impression de dallage ou même de rouleau. Hein, on a l'impression, voilà, de bandes de coton, hein, qu'on aurait roulé, voilà, et alignées. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de leur mettre un peu de régularité. Hein. Ils ne sont pas comme le cumulus de beau temps. Hein, le cumulus de beau temps est nous paraît un petit peu plus gros, et surtout ils sont, j'allais dire, assez dispersés, même s'ils ont évidemment le même plafond. Là, on a vraiment des petits bourrelets de nuages qui sont très très proches les uns des autres. Voilà pour ces nuages inférieurs. Bon, les stratocumulus, les stratus tout seuls ne fournissent pas de pluie. Quant aux inconvénients des brouillards, bon. Alors, on n'y reviendra pas, tout le monde les connaît. Voilà, bon, donc pour les nuages inférieurs. Alors, on va aller un petit peu plus haut. Avec les nuages moyens et supérieurs. Alors là, les termes à employer vont être le plus souvent altus et cirrus. Voilà, donc maintenant il faut intégrer dans le vocabulaire altus et cirrus avec toutes sortes de combinaisons. Alors je vais reprendre cette fois-ci un terrain un petit peu plus plat, parce que là on a des nuages qui sont moins dépendants du relief. Parce qu'ils sont plus hauts, donc il faut s'il y a de très hauts reliefs, bien sûr ça va les impacter, mais là ils ne sont pas liés. Donc, commençons par les moyens. Alors vous avez celui qu'on n'aime pas, je le dessine comme ça, hein, voilà. Celui-là on l'aime pas parce que c'est un stratus avec des grosses gouttes d'eau, donc il va nous donner de la pluie, et on va l'appeler nimbostratus. Voilà. Celui-là on l'aime pas tellement, hein. Franchement, c'est un des plus bas dans les stratus, on a l'impression vraiment du couvercle, assez foncé, il donne de la pluie. Et puis dessous, quelquefois, il y a aussi des petits nuages déchiquetés qui courent. Enfin, franchement, pas très 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 sympathique. Ah, voilà. Il peut y avoir un proche parent qui est l'altostratus. Plus haut, comme son nom l'indique, jusqu'à 5 km. Donc là, ça s'arrête à peu près à 2 km. Là, c'est 5 km. Alors celui-là, on l'aime pas tellement, mais déjà, bon, peut-être moins désagréable que le premier. Il nous apparaît plus clair. Et puis, il ne fournit pas d'averse. C'est toujours ça. Hein, il ne fournit pas de pluie. C'est toujours ça de gagner. Hein, voilà. Même si on est là en train de regarder et de se dire, bon, quand même, voilà, c'est bien blanc, le soleil ne doit pas être loin, et non,
comment ça se fait que ce voile ne se déchire pas. Et puis on va aller encore plus haut, et on va se retrouver donc au-delà des 5 km et voire jusqu'à 13 km. Et là, alors là, très difficile à dessiner, alors là je fais n'importe quoi. C'est la famille des cirrus. Je fais n'importe quoi parce que alors ceux-là, pour les dessiner, ça devient très compliqué. Ils sont en forme de filament. Vous savez, moi ma comparaison c'est du coton hydrophile étiré. Hein, voilà, le coton hydrophile étiré. Voilà. Pourquoi cet aspect très très filamenteux, extrêmement aérien c'est parce qu'ils sont formés d'aiguilles de glace. À cette altitude, on n'a plus de gouttelettes d'eau, bien évidemment. Ils sont très brillants, très blancs, ce qui fait que malgré leur finesse, on les voit très très bien. Généralement, on ne les trouve pas désagréables, et on a tort. Il faut se méfier des cirrus. On verra pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres variantes? Oui. Il y a d'autres variantes. Le cirrus, outre cet aspect en filament, peut éventuellement se présenter sous la forme de tout petits paquets. Alors là, on va appeler ça des cirrocumulus. De même, l'altostratus ici peut se fragmenter. Il peut être un peu fragmenté, et là, on va l'appeler altocumulus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce sont les variantes, les combinaisons. Alors, voilà. On peut avoir des voiles continues ou des voiles discontinues, et à ce moment-là, donc, c'est le terme cumulus qui va donner le nom. Ces cirrocumulus, les cirrocumulus ont quelquefois, outre cet aspect tout petit peu donc arrondi, ils ont parfois un alignement tel que ça fait penser aux marques des vagues sur la plage. Hein, ils nous donnent cette impression-là. Hein, c'est assez étonnant d'ailleurs. Hein, on a l'impression d'une très grande régularité. Hein, ce qui est toujours dans la nature inattendu. On ne pense pas forcément que la nature est géométrique. Pourtant, il y a beaucoup de géométrie dans la nature. Hein, il y a des fractales dans la nature. Et là, c'est possible au niveau des cirrus. Alors, qu'est-ce que les cirrus ont aussi de particulier? Eh bien, ils peuvent nous donner des phénomènes un petit peu curieux. Donc, je vous ai dit, ça peut être donc ces systèmes de rides alignés, un petit peu comme des traces de vagues. Et puis, quelquefois, on a un voile blanc continu, très 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 léger, et on voit le soleil à travers. C'est ce qu'on appelle le phénomène. On a le nuage blanc, et puis, hop, on a le soleil là. Ah, c'est le halo. Voilà, c'est le halo. Hein, voilà. Il y en a eu un pendant le premier confinement. Je vois que... Voilà, ça vous a aidé. Je suis sûre. Comment il s'appelait? Voilà. Je pensais à un autre phénomène. Voilà, c'est le phénomène donc de halo, c'est-à-dire que la lumière du soleil se diffuse en cercle autour du soleil, et on a là un effet d'optique assez agréable en quelque sorte. Ou frustrant, ça dépend comment on le prend. Hein. Ça peut être très frustrant de se dire que sacré soleil, il est juste là, et bon, bref. Voilà. Voilà, bon, pour essayer de voir un petit peu toutes les variantes, autant que possible sur le cirrus. Hein. Donc, il y a le cirrus tout court, les filaments, le cirrus avec les petits bourrelets, les petites touffes, c'est le cirrocumulus. Hein. Et celui qui donne le halo, c'est le cirrostratus. Parce que justement,
ils forment un voile continu. Hein. Je pense que vous avez compris le principe hein, des adjectifs, enfin, ce ne sont pas des adjectifs, mais des caractéristiques qu'on met à chaque fois. Voilà. Alors, on n'en a pas tout à fait terminé avec les variantes, je ne vous épargnerai presque rien. On va maintenant voir les variantes dans les altus. Hein, parce que ici, je vous ai présenté le stratus, l'altocumulus, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Alors, bon, je vais utiliser l'espace qui est ici, voilà. Alors, dans la famille des altus, on peut avoir, alors là, c'est au niveau du dessin, là, je vais vraiment être un petit peu gêné aussi. On va avoir des nuages au niveau de certains altus, des nuages qui ont une forme justement extrêmement régulière, et ce qui va nous donner des nuages qu'on appelle lenticulaires. Voilà, des formes vraiment, enfin, en ellipse très aplatie, mais très 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 régulier. Alors il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'un seul. Et vraisemblablement, ce sont ces nuages lenticulaires qui sont à l'origine de quelques apparitions de soucoupes volantes. Désolé de détruire vos illusions, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont hauts, très réguliers, et surtout quand ils sont isolés, vraiment, on a l'impression d'une anomalie en quelque sorte. On se dit, tiens, ils ressemblent vraiment pas aux autres, et voilà. Bon, mais, voilà, je vois que l'allusion à la soucoupe volante vous indique tout de suite un petit peu ce qu'il en est. Sinon, eh bien, les variantes dans les altus sont un petit peu, j'allais dire, simplement liées au côté visuel. Je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait avoir des altocumulus, hein, c'est-à-dire des altus qui sont en petites touffes. Alors, quelquefois, ces petites touffes sont vraiment très petites. Et à ce moment-là, on utilise une autre expression. Mais alors là, je ne sais pas si on est dans la météo vraiment. Ces petits alignements, ces petits bourrelets, portent le nom, enfin, on lui attribue le nom de nuages pommelés. Des nuages pommelés, voilà, comme si vraiment on avait aligné les pommes dans une cagette, en quelque sorte. Hein, voilà. Ça me rappelle alors une expression, je ne sais pas si c'est propre à ma région ou pas. Il y a un vieux proverbe qui est un peu misogyne, mais enfin c'est pas très grave. Non, horreur. Ah non, c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. Non, voilà. Ah bah voilà, c'est le coup classique du prof qui se fait pincer, quoi. Voilà, parce qu'il n'a pas éteint. Oui, alors je disais, donc c'est nuage pommelé ou ciel pommelé, d'ailleurs on emploie les deux expressions. Eh bien, il y a un très vieux dicton là-dessus, vous le connaissez? Oui. Oui, allez-y. Ciel pommelé, femmes fardées ne sont pas de longue durée. Voilà. Vous pouvez noter, hein, vous pouvez noter. C'est pas défendu, hein, c'est pas défendu, c'est pas. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir tout à l'heure. Hein. Effectivement, voilà, ces altus donc qui nous forment ces petits alignements là, qui ont l'air bien gentils et assez sympathiques. Là aussi, il faut s'en méfier un peu. Hein. Voilà. Hein. Donc, ciel pommelé comme filles fardées ne sont pas de longue durée. Voilà. Bien. Alors, je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes ces petites variantes. Oui, il me semble. J'en vois pas d'autres. Alors évidemment, il y a aussi des formes sur lesquelles on ne va pas mettre forcément de nom. Il y a des moments où un nuage va vous apparaître complètement déchiqueté. Alors vous ne savez pas du tout dans quoi le ranger, dans quoi le mettre. Bon, ben, ça veut dire qu'il est très agité, que des mouvements irréguliers, des mouvements en rafale en haute altitude, ou de ce qu'on appelle des cisaillements de vent. Enfin, bon, ça veut dire qu'il y a pas mal d'agitation. Et à ce moment-là, ben, la forme nous échappe, quoi. Tout simplement, là, on n'arrive pas à lui mettre vraiment un nom à part déchiqueté.
voilà à peu près donc le petit catalogue qu'on peut faire des nuages. Alors maintenant, on va les mettre ensemble. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne quand ils sont rassemblés et pourquoi ils se rassemblent. Alors je crois que je vais réutiliser le tableau blanc là, ça sera plus pratique. Voilà. Donc deuxième partie. Voilà. Deuxième partie. Les systèmes nuageux. Voilà, là je me fais de la place parce que il va falloir caser tout ce monde-là. Voilà, donc les systèmes nuageux. Deuxième partie. Alors ces systèmes nuageux, eh bien, on les a déjà un peu vus, en fait, sans forcément leur donner ce nom-là, ou même forcément donner le nom des types de nuages. En effet, quand nous avons installé en profil les fronts, on a vu qu'il y avait formation de nuages en même temps. Eh bien, sur ces fronts, sur ces perturbations, donc, se forme un ensemble de nuages spécifiques qui sont les fameux systèmes nuageux. Alors, je vais le laisser en noir et blanc. Ah, maintenant, vous connaissez. Hein. Si je trace ceci, voilà, vous reconnaissez? Qu'est-ce que c'est? Là, c'est un front. Ah, il est occlus. Il est occlus. Là, c'est le front. Et le front. Voilà. Oh, pas mal. Bon. Alors, donc, vous vous rappelez, à l'arrivée du front chaud, eh bien, devant le front froid, l'air chaud s'élève et la condensation va commencer. Eh bien, on se doute bien que si ça commence là-haut, ça va commencer avec des cirrostratus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le cirrus, méfiance, méfiance. Ils sont loin d'être inoffensifs. Ils annoncent, c'est l'avant-garde en quelque sorte. Hein, voilà, c'est l'avant-garde. Derrière, des nuages de couverture plus étalés, c'est là qu'on va trouver les altostratus. On est un petit peu plus bas en altitude, là on a des gouttelettes d'eau et on a la grande famille des altostratus. Et puis ici, voilà, je l'indique un peu plus épais, bien sûr, c'est celui qui va donner quelques pluies, c'est le nimbostratus. Ça vous dérange pas les abréviations, hein, vous avez saisi, hein, NB pour nimbus, STR pour stratus. Voilà, un petit peu de pluie. Et puis il y a le front froid. Vous vous rappelez, qui soulève d'un coup l'air chaud qui est devant lui, et c'est là qu'on va retrouver nos nuages à développement vertical. Ah, et oui, les familles s'associent. Eh oui, c'est ça le problème d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc ici, ah non, là il n'est pas bien, il n'est pas bien. Là, je vais le refaire. Là, il me plaît pas. Il me plaît pas. Là, ah voilà, comme ça, quelque chose d'un petit peu plus consistant. Voilà, carrément on va se déchaîner, et l'enclume pour terminer, voilà. Et là, évidemment, on se retrouve avec notre fameux cumulonimbus. Et les grosses pluies, voilà, qui arrivent. Voilà, on profile donc l'association qui se fait entre les fronts et les nuages pour former vraiment tout un système.
Alors ça vous est donc voilà, relativement familier. Finalement, on n'a fait que rajouter quelques termes pour mieux s'y repérer. Ce que l'on ne perçoit pas, et pour cause, parce que nous sommes là en dessous, ce qu'on ne perçoit pas, c'est le système nuageux en plan. C'est-à-dire comment sous ces nuages-là s'organisent-ils, comme si on les voyait d'en haut, en quelque sorte. Voilà. Alors, je vais vous installer de l'autre côté. Alors, je vais faire un croquis tout à fait schématique. Cette fois-ci, bon, j'essaye vaguement de faire du figuratif, mais là, ça va vraiment être abstrait. Alors, il y a dans un nuage ce qu'on appelle la tête d'un côté et la traîne de l'autre. D'ailleurs, dans les bulletins météo, l'expression ciel de traîne arrive souvent. Là, vous l'avez entendu. Un ciel de traîne va donner quelques averses éparses sur la Bretagne. Enfin voilà, c'est à peu près ça. Entre les deux, on a ce qu'on appelle le corps, qui affecte grosso modo. Alors là, vraiment, c'est pas évident. Qui a en gros à peu près cette forme. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le corps nuageux. Ici dans le creux, on a la zone de précipitation, la zone de pluie si vous préférez. Je vais marquer pluie, ça sera moins long, ça tiendra mieux dans le croquis, la zone de pluie. Et puis vous avez de part et d'autre ce qu'on appelle les marges. Alors, comme tous ces systèmes sont associés aux perturbations, ces systèmes-là progressent d'ouest en est, bien évidemment. Donc, ici, on a la marge nord, et là, la marge sud. Voilà. Donc, vu en plan, imaginez qu'on est au-dessus, voilà en gros le dispositif. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de couleur dans tout ça quand même. Ça. Donc on va reporter maintenant sur cette vue en plan ce qu'on a vu ici en profil. Donc, en tête, la fameuse avant-garde. On va avoir les cirrus et les cirrocumulus. Voilà. Ils forment l'avant-garde et ils sont là pour nous prévenir. Ensuite, dans la zone de corps, on a les altostratus, déjà assez épais. Et dans la zone de précipitation, les nimbostratus, bien sûr, et les stratocumulus. Non, pardon, les nimbostratus, j'allais un petit peu vite. C'est dans la traîne qu'on va trouver les cumulonimbus, qu'on avait ici, et aussi quelques stratocumulus. Voilà. Donc on retrouve bien ce qu'on avait en profil. On retrouve bien. Sur les marges, eh bien, on va retrouver des altocumulus, des stratocumulus, c'est-à-dire 2 étages de nuages, en quelque sorte. Et la même chose sur la marge sud. Altocumulus et stratocumulus. Voilà, pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça s'organise, avec donc toujours une direction ouest-est, bien sûr. Ces systèmes nuageux peuvent être bien sûr isolés, liés à une perturbation, mais ils peuvent aussi être liés les uns aux autres. C'est ici ce qu'on appelle donc ici on peut avoir une liaison
avec d'autres systèmes nuageux. Alors, cartographier exactement à un moment donné un système nuageux, c'est extrêmement utile en termes de prévision, évidemment. Hein, c'est ça qui va permettre de dire, comme je disais tout à l'heure, que le ciel de Trènes va donner quelques averses sur la Bretagne, qui va permettre de dire que, bon, je sais pas moi, sur l'île de France, bon, il y aura des pluies abondantes et ainsi de suite. Hein, voilà. Ou bien que, par exemple, si on imagine que tout ça arrive sur la France, eh bien, on va dire que pour le Sud, eh bien, bon, voilà, quelques nuages épars, voilà, à peu près. Voilà. Vous avez saisi comment ça fonctionne? Ah, c'est une espèce de machine, hein, finalement, c'est une espèce de machine. J'allais dire, donc, il faut essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement. Voilà pour les systèmes nuageux. Est-ce que ça, des fois, on a des photos satellites avec les nuages? Oui. On peut retrouver, on arrive à retrouver ça ou ça va être trop difficile? Ça doit être jouable, oui, il n'y a pas de raison. Ça doit être, oui, je suis en train de réfléchir. Oui, bah, j'allais dire, c'est comme, oui, vue d'avion, bon, on peut être au-dessus d'un système nuageux et le percevoir, oui, bien sûr. Oui. Donc satellite aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé prendre l'avion parce que, justement, ça y est, je suis dans les nuages. Tout ce que j'avais appris en bas, je suis dedans. Voilà, c'est fascinant. J'ai un souvenir, par exemple, d'un alignement de cumulonimbus très, très impressionnant aux latitudes tropicales. Vraiment, des gros cumulonimbus avec leur enclume, etc. Et l'avion était à la hauteur des enclumes, comme ça, et on les voyait un peu comme des chevaliers prêts à charger. Vous voyez, comme ça, là. Voilà. Ou alors, par exemple, de très grosses épaisseurs de stratus, un peu comme ça s'appelle des nuages en crêpe aussi. Hein, vous voyez, déjà l'image, on sent que c'est lourd, hein, on sent que c'est épais et lourd, qu'il faut traverser. Et vraiment, on a l'impression qu'on va jamais en sortir parce qu'il y a une épaisseur de plusieurs kilomètres de nuages. Ah, voilà. Donc selon les voyages que vous avez pu faire, vous avez eu sûrement des expériences de ce type-là. Je répète, depuis le petit cumulus de beau temps jusqu'à des nuages plus importants, on fait cette expérience-là, bien sûr. Ah, une petite note, justement, puisque je parle de l'expérience de l'avion. Tout le monde a bien expérimenté aussi à quel point ces nuages, quand on les voit par-dessus, sont éclatants de blancheur. Oh là là, ils sont photogéniques, c'est formidable. Alors, c'est formidable, mais on va voir justement que c'est pas que ça et que c'est utile. Bien. Alors, il va y avoir une troisième partie. Je suis en train de réfléchir si je me suis pas trompé d'effaceur, non? Non, ça doit aller. Ah oui, si, je me suis trompé un peu là. Bon, c'est pas très grave. Alors, il y a une troisième petite partie avec les nuages particuliers. Des nuages, oui, c'est ça, singuliers. Les nuages spéciaux. Il faut en parler parce que même s'ils sont, vous allez le voir, plutôt l'entendre, qu'ils sont liés à des phénomènes bien spécifiques, ils n'en sont pas moins des nuages, hein, c'est-à-dire des formations de gouttelettes d'eau. Hein, voilà, on ne peut pas le dire autrement. Alors, quels sont ces nuages spéciaux? Là aussi, vous en avez déjà vu, j'espère de loin. Ce sont les nuages d'incendie ou d'éruption volcanique. Les nuages d'incendie ou d'éruption volcanique. Alors, vous devinez sans peine pourquoi, justement, un incendie assez important et une éruption volcanique provoquent des nuages.
Parce que ben voilà, il y a une émission de chaleur et l'air qui se trouve au-dessus de cette émission de chaleur, évidemment, dépasse son point de rosée, entre en saturation et à ce moment-là, on a une condensation très brutale, hein, très très rapide, avec des nuages, j'allais dire, qui peuvent, selon le cas de figure, selon la géographie du lieu, être très impressionnants. Alors, en termes de type de nuages, bon, ceux d'éruptions volcaniques vont être, on s'en douterait, à développement vertical énorme. Alors ça, c'est quelque chose de fulgurant, de terriblement effrayant d'ailleurs. Et comme en plus, évidemment, il n'y a pas que des gouttelettes d'eau, mais il y a aussi toutes les molécules de gaz qui s'échappent. Bon, voilà, on a des couleurs très très foncées, ou parfois des couleurs un peu jaunâtres. Bon, tout ça, j'allais dire, donne des nuages extrêmement impressionnants. Voilà. Mais ce sont, je répète, des nuages. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour bien préciser que ces nuages, à un moment donné, eh bien, j'allais dire, ils ne disparaissent pas, ils vont fournir des précipitations. Et oui. Hein, donc, pour la région environnante, c'est pas un cadeau non plus. Hein, sauf si ça fait retomber les cendres volcaniques. Hein, voilà. Hein, mais dans les grandes éruptions complexes, les pluies de cendres, parfois, bon, heureusement, sont collées au sol parce que, justement, il y a des nuages qui se sont formés aussi au-dessus du volcan. Donc, ces nuages-là précipitent, dans le sens où ils fournissent de la pluie. Les nuages d'incendie. Alors, les nuages d'incendie sont beaucoup plus rares. Ils sont beaucoup plus rares. Et tout dépend vraiment du lieu, de l'intensité et de la chose. Bon, par exemple, il me vient à l'esprit les grands incendies de forêt et de végétation en Australie, par exemple. Ah, voilà, donc chaleur intense et beaucoup d'émissions donc de particules. Alors avec une espèce de brume qui se fait. Alors on est dans une brume, donc c'est pas les gros nuages hein, de l'éruption volcanique, mais il n'empêche, il y a quand même des gouttes d'eau qui se forment, mais elles sont très petites, elles sont en suspension, elles sont mêlées à de la fumée, hein, évidemment. Voilà, donc ça forme un voile. Hein. Si je me rappelle bien aussi, je crois que quand il y a eu les incendies au Canada, hein, voilà, on voyait des images de New York avec un ciel orangé. Voilà, donc vous voyez bien que c'est vraiment lié. Donc les grands incendies effectivement de forêt ou le bush australien, eh bien bon, ça peut provoquer effectivement au minimum des formations de voiles nuageux. Et puis je vais ajouter un élément historique. Oui, c'est intéressant aussi, hein, les phénomènes météorologiques dans l'histoire, c'est très important même. Est-ce que vous vous rappelez, non pas pour en avoir été témoin, hein, je prends mes précautions, hein, de toute façon on est des mêmes générations, mais avoir entendu parler en 1944 d'énormes bombardements alliés sur les villes allemandes. Ça vous évoque quelque chose? La ville de Dresde, notamment. Voilà, oui, ça vous dit quelque chose. La ville de Dresde, donc, a été bombardée, j'allais dire d'une façon mais terrifiante, un nombre comment appelle-t-on ça? De bombes, voilà. Un nombre de bombes absolument effarant, et la ville a flambé. La ville a flambé, mais au sens vraiment majeur du terme, et cet incendie de Dresde a provoqué une telle chaleur qu'il a formé un nuage. Qui a donné ensuite des précipitations. Voilà, donc heureusement, mais vous voyez, donc c'est pas impossible du tout. Hein, voilà, là on a un effet historique. Hein, donc la région de Dresde qui a été pilonnée au dernier degré, alors qu'elle n'était pas une ville militaire. Hein, elle n'était pas du tout. Il n'y avait aucun enjeu, j'allais dire, militaire là. Hein, il s'agissait de démolir le moral des civils hein, et de l'armée. Voilà, là il y a eu aussi un nuage énorme qui s'est formé parce qu'il y avait des températures très élevées, presque dignes d'une éruption volcanique. Il n'y a plus après Hiroshima et Nagasaki. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, chargé de cendres. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, j'aurais pu rajouter
le fameux nuage atomique, j'allais dire, c'est aussi un nuage. Hein. J'ai peut-être fait un peu d'amnésie volontaire en ne voulant pas l'ajouter, mais oui, hein, c'est bel et bien aussi. Hein, ils ont existé, il y en a eu au moins. Enfin, il y en a 2 qui ont atteint des personnes, mais il y en a eu d'autres, les expériences dans le Pacifique. Elles ont été photographiées, donc on sait bien aussi qu'elles ont donné aussi lieu à des nuages. Alors, passons à quelque chose de, heureusement, inoffensif, encore que, on va voir. Inoffensif, mais bien connu, en tout cas, c'est pas quand même un danger immédiat. Ce sont les nuages provoqués par les avions à réaction. Ces fameuses traînées, là, en ligne droite, qui parfois s'entrecroisent, hein, ça donne une impression bizarre. Tiens, il y a l'autoroute là-haut, c'est vrai d'ailleurs, hein, ce sont des autoroutes aériennes. Alors, ces nuages de traînées liés aux avions à réaction, ce sont, là encore, des traînées de condensation. Des traînées de condensation. Les gaz qui s'échappent des réacteurs provoquent la condensation, mais attention, ces avions sont à très haute altitude, ils sont au niveau à peu près de la tropopause, donc ce sont des nuages d'aiguilles de glace. On n'a pas... Même si ça a un effet, même si ça a une allure un petit peu arrondie, hein, quelquefois, ce sont des aiguilles de glace, ce ne sont pas des gouttelettes d'eau. On a donc finalement formation de cirrus artificiels, en quelque sorte. Enfin, artificiels, oui, artificiels parce que les molécules de gaz, bien sûr, jouent leur rôle. C'est un cirrus provoqué, en quelque sorte. Alors, ces traînées peuvent être intéressantes en termes d'indication. Elles peuvent nous indiquer des choses. Par exemple, si la traînée est épaisse et si elle perdure. Hein, si vous la voyez pendant quelques heures, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le temps va changer. Pas forcément. Pas forcément. Il faut pas aller trop vite dans les prévisions, Non, ça veut dire que l'air est très humide. Voilà, il faut s'en tenir là. Le reste, il faut avoir d'autres indicateurs. Hein, voilà, n'allons pas tout de suite trop loin. Ça veut dire que l'air est très humide. Bon, voilà. Et que par conséquent, s'il y arrive une masse d'air froid, voilà, on aura un effet de condensation peut-être plus important. Inversement, si la traînée est toute petite, voire même absente, ça arrive aussi. Ça veut dire que l'air est vraiment sec et que, on peut être tranquille un petit moment. Voilà. On ne va pas avoir de problème, donc, à craindre une trop forte humidité ou des nuages même qui donnent des pluies. Donc voilà, donc ça c'est pas inintéressant, hein, ça donne des petites perspectives. Voilà. Et puis vous pouvez étonner vos voisins en disant tu as vu comme l'air est humide. Bon, bref, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, faites ce que vous voulez. Alors, un peu plus sérieusement, le trafic aérien est énorme. Hein. Bon. C'est un peu comme les bateaux, ça laisse pas de traces derrière, mais bon, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, les climatologues, les météorologues se penchent un petit peu sur ces routes aériennes et sur le fait que constamment, évidemment, il y a ces réacteurs qui envoient des gaz, qui refroidissent, qui envoient des tas de particules. Et la question se pose, est-ce que ça n'en rajoute pas dans les autres problèmes? Bon. C'est un des éléments qu'il faut prendre en compte maintenant. Hein. Est-ce que ce trafic aérien qui provoque donc ces condensations artificielles, non naturelles, eh bien, est-ce que c'est pas un élément de désordre là aussi? Est-ce que ça joue un rôle? Bon. Au moins la question a été posée. Et puis, il y a aussi donc les nuages. Dans les nuages particuliers, je vais revenir sur les brouillards. Dans les nuages spéciaux.
je vais revenir sur les brouillards. Alors je dis bien les brouillards. Je le mets au pluriel cette fois-ci. Hein, je le mets au pluriel. Je le mets au pluriel parce que tous les brouillards eh bien, ne se ressemblent pas, si l'on peut dire, et surtout, ils n'ont pas tous la même origine. Ah, voilà. Alors, le plus, j'allais dire, le plus commun, en quelque sorte, celui que vous avez observé maintes et maintes fois, c'est ce qu'on appelle le brouillard de contact. Le brouillard dit de contact. Vous l'avez tous observé, surtout par exemple si on se lève tôt. Voilà. Eh bien dans les lieux où il y a de l'humidité, une surface en eau, un étang, un ruisseau, un creux topographique, un marais, voilà. Eh bien le refroidissement nocturne, quand il arrive à son niveau le plus fort, c'est-à-dire juste avant le lever du soleil, eh bien ce refroidissement permet la condensation. Et vous avez donc ces brouillards très locaux, des brouillards qu'on pourrait appeler topographiques en quelque sorte. Hein, je répète, c'est marais, étangs, ruisseaux, fleuves. On peut aller à Venise et être dans le brouillard. Bon, d'accord, ça donne beaucoup de poésie, mais bon... Voilà, hein, un petit peu frustrant. Et dans ces cas-là, je vous promets que c'est tellement humide que vraiment là, le brouillard est vraiment très très intense. Voilà donc pour le brouillard de contact, je répète, il est lui très très facile à identifier, bien évidemment, et quelquefois aussi il permet de faire une estimation. Tiens, là les brouillards ont commencé, ou bien bon, j'avais pas encore vu de brouillard à cet endroit-là et ça commence. Bon, ça donne un élément de, j'allais dire saisonnier aussi parfois. Alors ensuite, il y a le brouillard qui est influencé par les températures urbaines. Le brouillard est influencé par les températures urbaines. Alors, influencé dans deux sens possibles. Il y a deux possibilités. Les températures urbaines, vous le savez, sont généralement plus élevées que les températures en espace découvert. Donc, si la ville se réchauffe, en quelque sorte, eh bien, que va devenir le brouillard ? Les gouttelettes d'eau qui sont en suspension vont s'évaporer. Voilà. Donc, la température urbaine peut dissiper le brouillard. Ou même, vous avez pu faire l'observation toute simple, on part de la campagne, oh là là, on a une route pas possible à faire dans le brouillard, on arrive en ville, on y voit quand même un petit peu plus clair. C'est l'effet tout simplement de la chaleur des immeubles, du goudron, etc. Voilà. Donc, le brouillard peut être influencé dans le sens de la dissipation, c'est-à-dire tout simplement passage de la vapeur d'eau à l'état, de l'eau à l'état gazeux. Ça peut être l'inverse. Le brouillard peut aussi être favorisé par le milieu urbain. Notamment si c'est un milieu urbain, vous le savez, industrialisé. Ou bien avec beaucoup de chauffage aussi, avec des bouches de chauffage. Donc à ce moment-là, on a un brouillard là aussi bien particulier, artificiel en quelque sorte, et un brouillard qui est mêlé de fumée. Et c'est là, le mélange des deux qui a été à l'origine d'un nom que vous connaissez peut-être, une des spécialités de Londres, beaucoup moins maintenant, mais quand même, la fumée et le brouillard, eh bien, voilà, la langue anglaise qui permet des raccourcis fulgurants, eh bien, a permis de créer le mot smog, qui est, maintenant qu'il y a eu une désindustrialisation de Londres, comme dans toutes les grandes capitales, c'est beaucoup moins fréquent, mais pendant, je dirais
ouais, de 1850 à 1950, pendant un siècle, le smog a vraiment été très comment dire, très présent, très fréquent sur Londres et d'autres villes industrielles dont on parle peut-être un peu moins, bien sûr, mais du même type. Et vous le savez, ces brouillards-là sont vraiment très nocifs. Ils sont dangereux. Alors, je vais terminer avec un dernier type de brouillard. C'est un brouillard, alors vous allez être un petit peu surpris peut-être, c'est un brouillard dit anticyclonique. Oui, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé des anticyclones. Hein, on les appelle aussi, on peut le dire aussi que ce sont des brouillards d'origine dynamique, parce qu'ils sont liés à un mouvement de l'air. Et pas un phénomène lié à la température. Jusqu'à présent, vous voyez, on a parlé des températures, et notamment du réchauffement ou du refroidissement. Là, ce n'est pas la température qui est l'élément créateur, c'est le mouvement de l'air, donc c'est dynamique. Alors, ce brouillard anticyclonique obéit à des règles quand même, j'allais dire, assez strictes, enfin si l'on peut dire. Il lui faut des conditions un petit peu particulières. Alors, je vais reprendre le système au sol, voilà, avec donc un sol qui est assez froid, qui est en dessous en tout cas du zéro. Voilà, là je l'ai mis à -2, bon, en dessous de zéro. Je vais enlever ça quand même. Eh bien, dans le cas d'une masse d'air chaude, mais avec mouvement descendant, voilà, donc, vous vous rappelez, haute pression, hein, haute pression, l'air est descendant. C'est un air qui peut être froid, mais qui peut être chaud aussi, hein, on est bien d'accord. Donc, si il se trouve que l'anticyclone est inclus dans une masse d'air chaude, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous le voyez, l'air descend, et qu'est-ce qui va arriver fatalement? À un moment donné, il va rencontrer ici du froid, bien évidemment, et à ce moment-là, bon, vont se former, donc tout près du sol, les brouillards. Hein, cet air est plus chaud que la surface du sol, et il se forme. Voilà. Donc là, on a un brouillard qui, j'allais dire, j'insiste, est lié aux pressions et n'est pas lié aux températures. Bien. Il nous reste 5 minutes, ça va. Dernière chose, mais ça vous le savez, s'il fait particulièrement froid, c'est valable pour tous les brouillards, eh bien, que deviennent les petites gouttelettes d'eau en suspension? Le givre, hein, voilà, hein, c'est le fameux brouillard givrant. En l'occurrence, ce givre, eh bien, ce sont des paillettes de glace, hein, qui se forment. Voilà. Alors, je vais terminer ce chapitre sur un questionnement que j'ai trouvé dans un article de Libération de 2023. Et grosso modo, avec l'idée, les nuages sont-ils des amis ou des ennemis? Voilà. Alors, votre première idée, c'est que ce sont plutôt des amis? Oui. Ah, dans les périodes de sécheresse, etc. Oui, alors là, on a envie, effectivement. Ah. Hein? Ça met de la poésie au paysage. En plus, bien sûr. Voilà, bien sûr. Mais bon, j'allais dire, il y a matière à discussion. Bon, et quand on pense aux nuages, il ne faut pas toujours tout de suite penser au phénomène de la pluie. Bon, ça qui est, j'allais dire, tellement évident. Il y a d'abord un premier effet du nuage, c'est qu'il s'interpose entre nous et le soleil. Voilà, c'est l'effet parasol. Hein? Alors, cet effet parasol, bon, il est ambivalent. Il
nous protège d'une intensité, bien sûr, du rayonnement solaire, mais en même temps, vous le savez, il provoque un effet de serre. Donc, il conserve la chaleur qui est dessous. Donc, bon, ça aussi, vous voyez, c'est une ambivalence. Ami ou ennemi, hein, soit c'est le parasol, soit c'est l'effet de serre. Hein. Et tout dépend, bien évidemment, de ce qu'il y a dessous. Par exemple, vous avez des nuages au-dessus d'une ville où il y a beaucoup d'industries, je vous en parlais tout à l'heure. Si ça fait couvercle, alors là, vous avez une pollution, ça devient irrespirable. C'est le phénomène de New Delhi, par exemple, hein, ou même de Pékin. Alors là c'est l'enfer. Hein. Donc, vous voyez, il y a des moments où le nuage, je vais dire, on aimerait bien qu'il aille voir ailleurs. Hein. Ça, c'est important. Donc, ambivalence, soit c'est le parasol, soit c'est l'effet de serre, avec le maintien, justement, de la pollution. En ce qui concerne les types de nuages, là encore, vous allez me dire, oui, bah alors les plus sympathiques, parce qu'ils fournissent de l'eau, puis des petites gouttes d'eau, ce sont les nimbostratus. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Mais il ne faut pas sous-estimer les petits cirrus. Les cirrus et même les altus. Il ne faut pas les sous-estimer. Pourquoi? Parce qu'ils sont très hauts. Et ce sont les premiers qui vont renvoyer du rayonnement solaire. Hein? Ils réfléchissent le rayonnement solaire comme un miroir. Et dans ce sens-là, ils sont extrêmement utiles. Voilà. Alors ne sous-estimez pas, donc je répète, les cirrus ou les altostratus qui ne fournissent pas de pluie, c'est vrai, on a l'impression qu'ils sont là pour la déco, hein. Mais non, ils ont un rôle très très important. Ils renvoient du rayonnement solaire et je répète, ils le renvoient très tôt. En quelque sorte, enfin pas tôt, à grande distance, hein, avant que ça se chauffe vraiment dessous. Donc là aussi c'est l'avant-garde, mais l'avant-garde dans le bon sens en quelque sorte. Hein, tout à l'heure je l'ai dit que c'était l'avant-garde des systèmes nuageux, mais là c'est l'avant-garde par rapport au rayonnement solaire. Enfin, dernier élément aussi dans cette discussion, les nuages sont-ils amis ou ennemis? Donc on a tendance à vouloir qu'ils soient nos amis à condition qu'il pleuve. Voilà. Est-ce qu'on peut faire pleuvoir un nuage artificiellement? Oui, on peut. Et on a commencé la chose pour se protéger de la grêle, le phénomène qu'on verra par ailleurs. Hein, voilà, ce qu'on appelle les canons para-grêle, etc. Sur le même principe qui est de fournir des noyaux de condensation pour que les gouttelettes s'assemblent, qu'elles soient suffisamment lourdes et qu'elles tombent, on pense à ensemencer les nuages. Hein. On n'y pense pas on ne fait pas qu'y penser d'ailleurs, on fait aussi des expériences là-dessus. Et alors, est-ce que ces expériences et peut-être leur multiplication, est-ce que c'est une chose à faire ou pas? C'est pour le vent. Parce que bon, imaginez qu'on puisse, hein, voilà, il y a le nuage qui passe, clac, on le fait pleuvoir ici. Eh bien, il ne va pas pleuvoir ailleurs. Hein. C'est, voilà. Hein. Là, je ne parle pas de la science-fiction, hein, c'est pas de la science-fiction. Je peux vous citer, vous devez le savoir. Par exemple, il y a un projet chinois qui s'appelle Sky River et qui prévoit l'installation de générateurs de pluie, pourrait-on dire, d'ensemencement de pluie sur 1 million de kilomètres carrés, hein, parce qu'il y a les basses surfaces désertiques en Chine, le désert de Gobi et d'autres d'ailleurs, ou le Tibet. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de faire pleuvoir les nuages qui passent et immédiatement. Maintenant, je répète, quand ça pleut ici, la quantité d'eau à la surface de la Terre, sous quelque forme qu'elle soit, est constante. On n'en aura pas plus, on n'en aura pas moins non plus, mais en tout cas c'est constant. Donc ce qui est pris d'un côté, va manquer de l'autre. Hein. C'est comme pour les réseaux hydrographiques, vous faites des barrages d'un côté, et en aval, ça va poser de sacrés problèmes. Hein. Voilà. Donc voilà pour les nuages, hein, il faut, j'allais dire, être un petit peu ouvert, c'est-à-dire il ne faut pas sous-estimer leur rôle et il faut aussi là se garder de projets qui pourraient mettre encore plus de désordre qu'il n'y en a déjà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.